Annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs. Cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités. Non seulement en français, mais aussi en fond, Ditamari, Fulfulde, Batonou, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de cet entretien spécial. C'est un ministère aux enjeux plutôt triangulaires qui focalise les attentions par ici. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui a bénéficié d'une bonne dose de réforme depuis l'avènement du régime de la rupture. On prend 2016, oui, 2016 comme année de référence pour parcourir les différentes articulations de ce département ministériel en évoquant aujourd'hui la santé des terres agricoles, les performances enregistrées dans les 3 sous-secteurs, les efforts et le mécanisme de transformation des produits agricoles, de même que l'ouverture et l'accès des marchés rémunérateurs à l'effet d'améliorer les revenus des acteurs du secteur agricole. Bref, 8 années durant, d'importantes actions ont été posées et des réformes opérées en vue d'une métamorphose conséquente de ces domaines et surtout un impact réel sur les acteurs et les consommateurs. L'heure est venue maintenant de faire le bilan et de se projeter sur l'avenir, un exercice en 2 parties que se propose de faire avec nous le ministre de ce portefeuille, M. Gaston Dossoui. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, M. Alipara. Merci de vous être montré disponible pour partager ce plateau avec nous, plateau que moi-même j'ai le plaisir de partager par ici avec ma consoeur de la radio nationale, Cécile Goudou-Pangon. Cécile, bonjour. Bonjour, Arav Alipara. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, madame. Alors, au nombre des réformes majeures engagées dans le secteur de l'agriculture, il y a la territorialisation du développement agricole avec le renforcement des directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, mais surtout la création de 7 agences territoriales pour le développement agricole ATDA au niveau de chaque pôle de développement agricole. Monsieur le ministre, dites-nous quel est le constat qui a conduit le gouvernement à cette réforme de territorialisation en 2017, mais surtout le bilan que vous en faites aujourd'hui? Dans un passé récent, nous avions les centres d'action régionale pour le développement rural, les CARDER, à la tête des départements doubles que nous avions, les 6 départements, qui pouvaient jouer aussi bien les fonctions d'appui, les fonctions de formation, de renforcement des capacités, que les fonctions de contrôle. C'est difficile pour la même structure de faire les 2 choses à la fois. Le même est passé, vous vous dites comment on va faire, le même vient pour s'évaluer, pour la sévir aux besoins. Ça ne peut pas se passer. Il faut 2 corps différents. Deuxièmement, pour avoir plus d'efficacité dans l'action publique, il a été jugé nécessaire de scinder les fonctions régaliennes, les fonctions de contrôle, les fonctions de surveillance, les fonctions d'évaluation, les fonctions de recensement, et de statistiques agricoles et d'appui aux organisations professionnelles, des fonctions d'appui. Appui, c'est-à-dire mettre à la disposition des acteurs les facteurs de production dont ils ont besoin, assurer la formation, garantir un peu l'accès au marché, faire les accompagnements nécessaires pour créer de la richesse au niveau des régions. Et pour le faire, puisque nous sommes dans l'agriculture, il faut bel et bien combiner 2 approches. L'approche filière, l'approche territoriale. Nous ne sommes pas prêts à couper une commune en 2 pour dire que cette partie du nord de la commune est plus propice au coton et la partie du sud est plus propice à l'arachide. Non. Une commune qui a un certain profil agricole, les communes qui ont des profils agricoles sont regroupées en un ensemble et c'est ça qui a fait l'objet d'un regroupement en 7 différentes agences. La manière de gouverner ces agences est complètement du domaine privé.
C'est pour cela que les agences ont un conseil d'administration. Ils ont des ressources qu'on leur affecte et elles sont autonomes pour administrer leur plan de travail annuel, leur budget et rendre compte au conseil d'administration qui, lui aussi, doit rendre compte au gouvernement. C'est de cette façon-là que nous avons opéré ce changement majeur. Mieux, le rêve du président de la République, c'est de voir, comme dans d'autres pays, la ceinture cotonnière, la ceinture maïsicole, la ceinture de palmier à huile, comme ailleurs on dit cotton belt, arachide belt, et ainsi de suite. Bref, c'est cet esprit-là. Et dans chacun de ces pôles de développement agricole qui ont été créés, il y a des profils agricoles, il y a des spéculations phares sur lesquelles l'action publique devrait porter prioritairement. À côté de cette répartition de rôles sur le terrain, nous avons eu à réfléchir et à choisir les filières porteuses. Pour quitter la politique unijambiste d'exportation de coton, il faut bien voir les filières à haut potentiel, à haute valeur ajoutée, les filières conventionnelles, les filières spécifiques comme l'élevage, la production de lait, la production d'œufs et de viande. Et pour chacune de ces filières, il a été mis en place un programme national de développement. Et c'est ce programme-là qui a été financé. Et le gouvernement, de 2016 à 2023, disons, nous avons déjà injecté des ressources propres de l'État de plus de 32 à 35 milliards de francs. Ça permet vraiment de résoudre les problèmes de proximité et de suffit. Mais à côté de cela, il y a les appuis des autres projets, programmes qui sont... Alors, à l'arrivée, les ambitions de début, vous estimez qu'elles sont réalisées, elles sont atteintes? Ah oui, les ambitions, d'une manière ou d'une autre, affichent quand même des scores assez importants. Les producteurs savent à qui s'adresser pour avoir des facteurs de production. Ils savent à qui s'adresser pour régler des questions de contrôle, de suivi et d'appui. Donc, c'est déjà une chose. Deuxièmement, les programmes nationaux de développement ont reçu des financements. Et de manière spécifique, il faut pouvoir mesurer l'impact que ces financements-là ont eu dans le changement de comportement des acteurs et dans le changement de leur modèle de vie. D'accord. Alors, de façon concrète, Monsieur le ministre, quelle est la nature des acquis? Parce que Cécile Goudou-Kpangon a rappelé tout à l'heure que c'est depuis 2017, n'est-ce pas, que le décret important en création des ATDA, n'est-ce pas, a été pris. Aujourd'hui, quel bilan réel faut-il faire? Quels sont les acquis? Sur les ATDA, le modèle de gestion a changé par rapport au passé. La professionnalisation est devenue une réalité. L'implémentation de projets et programmes spécifiques à chaque zone est une donne auquel tout le monde est tombé d'accord aujourd'hui. Mieux, lorsque vous êtes chef de file d'une filière, vous pouvez maintenant avoir des relations avec les autres pôles de développement qui sont les pôles annexes à ce programme-là. Et vous répondez au niveau national de tout le programme. Je prends le programme de riz. Le chef de file est à Malanville, mais le riz on produit dans les collines, dans le zoo, dans l'Atlantique, dans l'Ouémé, un peu partout. Donc on administre ce projet à travers un couloir bien précis et il y a des répondants de tous les investissements. Si c'est mal fait, il y a quelqu'un qui répond. Si c'est bien fait... Pensez-vous que la collaboration est toujours au beau fixe dans ce couloir? Oui, on a changé les mécanismes également parce que les gens arrivent à trouver les passerelles donc, de collaboration, de discussion, de mise en commun. Donc il y a une synergie d'action qui se développe quand même autour de ces filières-là aujourd'hui qui reste un acquis. Vous verrez par la suite les résultats concrets d'une filière à l'autre, mais l'organisation sur le terrain est quand même assez acceptable. Il faut dire que tout n'est pas parfait. Il faut un peu plus de cohérence dans la gestion. Il faut un peu plus d'audace au niveau des responsables aujourd'hui, parce que tout au départ, nous voulons mettre à compétition tous les postes et faire appel à candidature pour que les responsables de ces unités-là soient choisis de manière beaucoup plus rigide.
Mais pour aller vite, en 2017, nous avons dû compter d'abord sur les ressources disponibles pour que le programme ne traîne pas. Mais de plus en plus, nous faisons un assainissement dans ce milieu-là. Et quand certains déconnent, on est bien obligé de frapper pour donner, permettre aux autres de comprendre. Alors, parlant d'organisation sur le terrain, en 8 ans, Monsieur le ministre, quelle a été l'organisation que vous avez mise en place dans la vallée de l'Ouémé, par exemple? Oui, de ce fait, vous abordez une question importante qu'est les aménagements hydro-agricoles. La vallée de l'Ouémé est réputée vallée assez riche, et la deuxième après le Nil, dit-on souvent. À ce niveau, comme un facteur essentiel pour booster l'agriculture, c'est la maîtrise de l'eau. Le Bénin, avant 2016, avait au plus 6200 hectares aménagés, soit 2% du potentiel hydro-agricole. J'en viens bien à la vallée de l'Ouémé. Mais entre 2016 et 2023, nous avons aménagé 25 440 hectares, soit 4 fois plus. Ceci a permis de maîtriser l'eau et de pouvoir faire des cultures, de faire une agriculture résiliente. Cette maîtrise de l'eau est surtout en faveur du riz et des cultures maraîchères, partiellement le maïs pour certains qui ont cette ambition-là. C'est dans 67 communes du Bénin que nous avons pu faire ces aménagements-là. Mais ces aménagements surtout sont dans les vallées de la Sota, les vallées du Mono et les vallées de l'Ouémé. Dans la vallée de l'Ouémé particulièrement, nous avons même installé un projet spécial avec l'appui de la BAD pour faire des aménagements assez importants. De 2017 et le projet est en train de finir, maintenant on l'appelle Payavo, projet d'appui aux investissements agricoles dans la vallée de l'Ouémé. Dans un premier temps, les bénéficiaires même n'ont pas compris les enjeux. Et libérer les espaces pour faire ces aménagements, ça a mis beaucoup de temps. Nous avons dû renoncer à certains endroits pour aller les regrouper et aller dans la partie supérieure de la vallée. Tout compte fait, dans l'Ouémé aujourd'hui, il y a plus de 4 à 5 000 hectares aménagés. Les aménagements dont on parle, c'est quoi? Là où l'inondation devient forte pendant la saison et on n'arrive même pas à faire du paiement de la tomate, on a fait des planches surélevées. Et là-dessus, les gens peuvent cultiver sans être inondés. Même en période de crue. Même en période de crue. Les zones plates ont été aménagées pour la riziculture. Et là, on a développé non seulement les technologies pour la production, mais on a développé aussi beaucoup de technologies pour le séchage, la conservation, avec des aires de séchage, avec des magasins de stockage et autres. Mieux, au cours de l'année 2023 et 2023, nous avons fait étudier 12 000 nouveaux hectares. C'est ça. Pour aménager. Et les études de faisabilité DAO, tout est réalisé. La vallée de l'Ouémé seule a eu 9 000 hectares étudiés aujourd'hui en 3 grandes zones et les discussions sont maintenant lancées pour pouvoir aménager et valoriser ces espaces-là. La vallée du Niger a reçu 1500 hectares et la vallée du Mono 1500 hectares. Alors, on revient rapidement. Au-delà de ce que nous venons de dire sur la vallée de l'Ouémé, la vallée du Niger prend de plus en plus encore de l'importance à nos yeux parce que vous avez suivi récemment, le gouvernement a fait un geste fort pour le périmètre irrigué de Bananville pour les mettre à disposition de l'énergie à nouveau et mettre en place une administration provisoire. Les ministres d'État, coordonnateur de l'action gouvernementale, le ministre d'État, ministre des Finances et moi-même avons fait le déplacement pour relancer cette affaire.
Mais à ce niveau, le gouvernement a pris une résolution ferme d'endiguer davantage la partie là, parce que nous avons eu une digue de 6 km 100. Aujourd'hui, nous allons encore endiguer plus de 5 km, de manière à avoir un linéaire de 11 km, 200 km, 300, pour protéger plus de 3500 nouveaux hectares aménageables. Déjà, le marché est passé pour la digue et maintenant, nous sommes en train de travailler pour aménager encore 3000 hectares, en plus des 1500 hectares qui étaient là-bas. De ce fait, nous progressons vraiment pour la maîtrise de l'eau pour les fins agricoles, aussi bien dans la vallée de Lomé que dans la vallée du... Alors, quelle réponse vous apportez à ceux-là qui font le procès au gouvernement d'avoir abandonné en quelque sorte, je dirais, la vallée de l'Ouémé? Parce que oui, on vous a écouté tout à l'heure, le développement, il est clair, pour ne pas dire net, sur les actions posées sur le terrain, mais visiblement, on dirait que rien n'est perceptible sur le terrain et les populations, n'est-ce pas, ont des commentaires qui ne vont pas, je dirais, qui ne sont pas synonymes de ce que vous venez de faire. J'en suis heureux parce que ça veut dire maintenant que beaucoup ont compris l'importance des aménagements et les bénéficiaires maintenant ont pris conscience. Je vous le dis parce que à la faveur des dernières évaluations, des dernières études que nous avons faites pour 9000 hectares, et nous sommes passés de commune à commune pour exposer les modalités de mise en œuvre, je vous dis, on sent tout de suite un engouement. On sent tout de suite un intéressement à la question. Et les freins que nous avions dans le temps ne pourront plus exister. En vérité, c'est quoi? Les gens avaient une certaine déformation pour dire, bon, si vous voulez passer le tuyau ici, vous devez nous dédommager, il faut faire ceci. C'était compliqué, beaucoup plus lourd que ce que le programme avait prévu. Aujourd'hui, ils ont tous compris que ceux qui ont bénéficié de cette version ont vu leurs moyens de subsistance améliorés et leurs conditions de vie améliorées. Alors, Monsieur le ministre, toujours sur ces chantiers, vous avez vraiment fait un tableau synthétique de tous les progrès enregistrés. Les perspectives, comment est-ce que cela se présente? Nous pensons aménager jusqu'à 50 000 hectares. Comme nous sommes déjà C'est bien ambitieux. Hein? Comme nous sommes déjà à 25 500 à peu près, et que 12 000 hectares sont déjà dans le pipeline, il ne reste pas grand-chose à faire. Nous devons maintenant poursuivre les études de faisabilité, avoir encore 15 000 hectares de plus à étudier, à aménager. Et pour cette raison-là, nous avons une nouvelle organisation pour mieux impacter les aménagements hydro-agricoles. La Société béninoise des aménagements hydro-agricoles, donc la SOBA. La SOBA est née, elle est maintenant opérationnelle, elle prend en charge les différents dossiers d'aménagement et ça va nous faciliter de loin les procédures parce que le problème qui se pose réellement chez nous, les ressources sont là, les besoins sont là, mais les procédures sont parfois compliquées et difficiles. Et avec notre partenaire ici, maintenant c'est la SOBA qui regroupe tout ça, et comme c'est une entité indépendante à qui on a donné tous les pouvoirs, je crois qu'on va réduire un peu la pénibilité au niveau des procédures, et ça doit aller plus vite. Donc en résumé, il y a de grandes ambitions, n'est-ce pas, pour les différentes vallées, n'est-ce pas? Et je pense que le chef de l'État a mis les moyens qu'il faut pour que ces ambitions-là puissent être réalisées. Allez, on jette un coup d'œil à l'écran pour partager avec vous en son et en image la mécanisation agricole. 8% de mécanisation agricole avec une superficie labourée de 260 400 hectares. Nous sommes en 2016 en République du Bénin. 8 ans après, ce taux est multiplié par 2 pour plus de 400 000 hectares de superficie labourée. Œuvre du gouvernement de Patrice Talon qui a lancé dans le secteur agricole une vraie révolution qui passe aussi par la mécanisation du secteur. Je suis très heureux que le Bénin ait pris le chemin de la mécanisation agricole. Avec la haut, la DABA, on ne peut pas avancer dans ce pays. Des efforts avaient été faits qui sont actuellement accentués avec la création de la SONAMA. Et j'ai vu qu'il y a le travail qui se fait avec méthode. Avant, c'est des roues, c'est des dabas que nous travaillons. Maintenant, c'est les machines à un haut niveau qui font les récoltes de coton, de
soja, de maïs, vraiment. L'objectif, c'est 800 000 hectares labourés avec un relèvement plus significatif du taux de mécanisation. Pour y arriver, le gouvernement met en place des mesures incitatives, parmi lesquelles la subvention de machines agricoles aux producteurs, des milliers de tracteurs déployés dans les communes, plus de 4 000 kits de mécanisation sur tout le territoire national, avec en perspective 8 000 kits. Quand on parle de mécanisation en protégeant le sol, ça dépend des outils qu'on utilise. Ça dépend des pratiques culturelles, le type de charrue. On a des charrues à disque au Bénin et on a aussi des charrues à soc. On sait que quand on utilise la charrue à soc, ça a le gros avantage que le sol n'est pas retourné de façon très profonde par rapport à la charrue à disque et ça protège le sol. C'est la raison pour laquelle ils prennent la charrue à soc. Une seule machine peut faire des hectares en une fraction de temps. Mon tractoriste a dit que ça fonctionne et ça ne chauffe pas et ça file surtout et ça ne consomme pas. Des performances encore jamais atteintes au Bénin. 6 000 tractoristes et 300 mécaniciens formés, 5 plateformes d'expérimentation et de démonstration, ainsi que 4 centres d'appui technique mis en place. Nous avons donc créé en partenariat avec le FNDA, avec notre banque partenaire et avec d'autres partenaires, un groupe qui nous permet de mettre à disposition des agriculteurs des aides pour qu'ils puissent financer leurs équipements. Alors, Monsieur le ministre, après ce reportage, quel état des lieux faites-vous de la mécanisation agricole et de la gestion durable des terres au Bénin? La modernisation de l'agriculture passe entre autres par la mécanisation. L'élément témoin montre que nous ne pouvons plus utiliser la roue et la daba pour réaliser l'exploit. Vous avez aussi remarqué que les récoltes qui se faisaient péniblement à la main sont aujourd'hui mécanisés. Les traitements post-récolte sont aujourd'hui mécanisés. Ça fait un gain de temps. Ça fait gagner en qualité et ça fait gagner en performance. Mais en fait de mécanisation, il s'agit de quoi? Préparer le sol pour faire des semis. Faire même le semis avec les équipements agricoles. Ça peut être des semoirs monocème, uniligne, ça peut être des semoirs avec 2 lignes, ça peut être des semoirs tractés. Toutes ces choses aujourd'hui sont indispensables par rapport aux ambitions affichées, puisque dans les communes, dans les campagnes, aujourd'hui, nous n'avons plus de main-d'œuvre libre. Il faut moderniser, il faut mécaniser. La mécanisation donne l'avantage d'avoir une densité optimale de plants à l'hectare. Et c'est la première condition de rendement. Quand vous voyez des champs de maïs beaux, grands, avec des espaces de 50 cm entre les plants, 60 cm, et puis c'est quand même vert, c'est vraiment gros, il ne donnera que le nombre d'épis par pied qui est possible. Par contre, lorsque c'est réglé et c'est semé à la densité qu'il faut, et que chaque pied de maïs porte au moins un épi, vous voyez très vite que nous gagnons en productivité, nous gagnons en rendement. Il en est de même pour le riz, l'arachide, le soja et tout. Même le coton est aujourd'hui semé mécaniquement. Bref, l'autre aspect de la mécanisation, c'est préparer le sol. Jusqu'à un passé récent, comme l'a dit l'élément témoin, nous sommes à 260 000 hectares seulement labourés. Et de quelle façon? Avec qui? Avec des équipements qui viennent du Ghana ou du Nigeria pour faire des prestations de services sans aucune norme. Aujourd'hui, nous avons réglé ça. Premièrement, la SONAMA a permis de donner une deuxième vie à plus de 1300 équipements qui étaient pratiquement déjà garés. Nous avons pu mettre en place 5000 kits de matériel agricole pour la préparation du sol et autres travaux d'entretien des cultures. Cela déjà a permis d'amener le taux de mécanisation à 15, 16, 17%. Nous irons facilement à 30% parce que pour la campagne en cours, nous sommes en train de commander près de 5000 kits, nouveaux kits, qu'on met à la disposition des producteurs à moitié prix pratiquement pour ce qui est conventionnel et avec une subvention de 30 à 40% sur les équipements optionnels. Ce qui est fait en matière de mécanisation et qui rend résilient le dispositif,
c'est la formation des tractoristes. On a formé 6 000 tractoristes. On a formé 300 mécaniciens. On a 5 plateformes de services et 400 de démonstrations pour aider les gens à comprendre quel mécanisme on va utiliser pour tel ou tel type d'opération. Ce sont des centres d'apprentissage, des centres de formation. Mieux, la SONAMA s'équipe maintenant des engins relativement plus complexes pour faire des prestations en termes de défrichement, en termes de nettoyage de grandes parcelles et autres là. Ce qui est important, c'est que au lieu d'avoir à courir des kilomètres pour faire la réparation ou bien l'entretien sommaire de nos engins, ça se fait maintenant sur place. Nous avons 4 camions ateliers qui sillonnent le pays et il suffit de signaler que tel engin est en panne. Si le mécanicien d'à côté n'a pas pu régler, on lui apporte le secours nécessaire. L'autre aspect important de cette mécanisation et de suivi des équipements que nous avons sur le terrain, c'est au fait le tracking des tracteurs. Sur tous les tracteurs, on a mis un dispositif de tracking et nous pouvons savoir si le tracteur est en train de rouler ou pas. Si le tracteur est hors de notre territoire, tout de suite, on le sait. Et combien de tracteurs vont sortir du pays chaque jour, on le sait, et on les rappelle à l'ordre pour savoir où on est. Surtout lorsque les gens prennent aussi à crédit et qu'ils doivent pouvoir payer des annuités sur 2 ans, sur 3 ans. Il faut s'assurer que l'équipement est toujours là. Si on constate que l'équipement pendant 2, 3 jours, une semaine, ne travaille pas et qu'on n'a pas signalé sa position... Alors que l'équipement doit travailler. On interpelle l'acquéreur pour lui dire « Pourquoi votre tracteur ne tourne pas ?» Et quel est le problème? C'est pour vous dire qu'il y a une assistance de proximité et ça, c'est le savoir-faire de l'équipe dirigeante de la SONAMA. Enfin, sur cette équipe, il faut reconnaître un niveau de professionnalisme assez élevé et un savoir-faire qui nous rassure. Et c'est pour cela que des gros équipements, nous allons aussi à des équipements de taille moyenne. Quand on dit mécanisation, tout n'est pas tracteur 150 chevaux, 120 chevaux. On a même des tracteurs de 25 chevaux, de 35 chevaux, de 45 chevaux, selon les types de sol. Maintenant, par rapport à la question de préservation du sol, c'est important. Je vais vous expliquer terre à terre. D'accord, allons-y. Quand les Ghanéens ou les Nigérians venaient faire la prestation de service, quand ils rentrent sur une parcelle, leur problème, c'est de finir vite cette parcelle-là, gagner l'argent et aller sur un autre terrain. Mais quand vous voulez labourer un sol, on regarde la pente. Et si vous labourez dans le sens de la pente, au cours de cette année, 40% du sol va être enlevé par l'érosion. Si vous le faites encore une deuxième, troisième année, vous tuez le sol. Aujourd'hui, on a appris à nos tractoristes comment démarrer un labour. Dans quel sens prendre le labour? Ça peut prendre un peu plus de temps, ça peut coûter un peu plus de gasoil, mais il vaut mieux faire comme ça pour préserver la santé du sol. Dans l'élément passé, vous avez vu, on a parlé de charrue à disque. Quand nous défrichons fraîchement un terrain et qu'il y a des racines dedans, vous ne pouvez aller d'abord qu'avec une charrue à disque. 1 an, 2e année maximum, vous faites l'effort d'enlever les racines. Et à la 3e année ou plus tard, vous passez avec les charrues à soc, qui, eux, n'émiettent pas le sol, mais prend une lame et retourne sur place. Prend une lame de terre et retourne sur place. Mieux, dans la zone cotonnière aujourd'hui, nous arrivons à faire des semis sous mulch. Il suffit de tracer la ligne de semis par un équipement qu'on appelle le cotrier. Et les gens, dans cette ligne-là, peuvent semer, ils mettent leur herbicide, la plante prend vite et on n'a pas besoin de retourner la terre plusieurs fois. C'est ces mécanismes-là qui permettent aujourd'hui de dire que par cette mécanisation intelligente, nous contribuons à sauvegarder la terre, la fertilité du sol. Monsieur le ministre, vous avez parlé tout à l'heure de l'assistance, de la disponibilité, je dirais, du gouvernement aux côtés des acteurs, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui
pose problème aujourd'hui? Quelles sont les difficultés à ce niveau? Parce que le tableau, il est beau, on sent que quand il y a problème, il y a en même temps réaction du gouvernement. À l'heure actuelle, quelles sont les difficultés que vous rencontrez à ce niveau? En matière de mécanisation? Oui, en matière de mécanisation. Quelles sont les difficultés des acteurs qu'ils vous posent? La mécanisation va surtout marcher sur des sols qu'on a pu essoucher. La première contrainte, c'est essoucher les sols. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'acquérir des équipements qui nous permettent d'enlever les racines, d'enlever les souches et de rendre le sol plat. La deuxième contrainte, c'est un peu le pouvoir d'achat de beaucoup d'acteurs qui veulent, mais qui ne peuvent pas accéder facilement parce qu'il faut quand même arriver à miser quelque chose. Un équipement qui coûte 21 millions et qui est cédé à 10, 11 millions, pour les 11 millions, il faut quand même pouvoir déposer le tiers pour garantie et les 2 tiers sur 2-3 ans. Cette approche n'est pas, au fait, ne facilite pas encore l'acquisition des tracteurs par tous ceux qui le veulent. C'est pour cela que nous avons encore eu d'autres mécanismes d'appui au niveau de FNDA pour que les gens puissent passer leurs besoins à travers l'appui de FNDA et acquérir et donner la garantie pour pouvoir récupérer. Et de ce fait, je crois que ça commence par y aller. L'autre contrainte, qui n'est pas des moindres, c'est que tout en disposant des pièces de rechange pour ces équipements, nous devons aussi quand même déployer tout l'arsenal dans des endroits plus proches des producteurs pour qu'ils voient. Il ne faut pas venir nécessairement à Cotonou ou bien à Parakou avant d'acheter un tracteur pour Segbana ou Karimama. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la Comimag est en restructuration et nous allons peut-être disposer davantage de cet espace-là pour non seulement avoir ou disposer les équipements à apporter des producteurs, mais aussi à mettre en chantier des unités de fabrication d'accessoires pour les tracteurs. Et cela va permettre de donner une longue vie à ces équipements-là. Monsieur le ministre, on sait que les problèmes de matériel ou d'accès aux semences sont souvent relevés au niveau de certains pôles de développement agricole. En termes de subvention de disponibilité des engrais, des semences, qu'est-ce que le gouvernement a opéré comme action phare impactante depuis 2016? Je vous remercie. D'abord, l'agriculture dans notre région a été confrontée à des chocs exogènes importants. C'est d'abord Covid-19 qui a renchéri le coût des facteurs de production. Le transport a été multiplié par 6. La disponibilité est devenue difficile. Les entreprises même ont fermé par endroits. Et puis la crise russo-ukrainienne est venue porter encore un coup de massue sur la disponibilité de ces facteurs de production, en l'occurrence les intrants agricoles comme les engrais et autres produits. Si rien n'était fait, cela doit déstructurer notre agriculture, puisque les gens ne vont plus fumer les champs, les rendements vont baisser, la disponibilité alimentaire sera très faible, alors qu'il y a un accroissement continu une poussée démographique assez importante. Donc, il faut produire en conséquence. L'État a souverainement joué son rôle en 2022-2023, avec l'appui même des acteurs. 2023-2024 et 2024-2025, ces 3 campagnes, l'État a mis plus de 110 milliards pour soutenir le prix de l'engrais. C'est inédit de l'histoire de l'agriculture du Bénin de 1960 à aujourd'hui, c'est inédit. Si cela n'était pas fait, nous allons prendre parfois le sac de NPK à plus de 35 000. Vous utilisez 3 sacs, 4 sacs sur 1 hectare, on ne gagnerait rien. Avec les faibles rendements que nous avons, on ne gagnerait rien. Il a fallu donc cela. Et il a fallu aussi que ces intrants soient rendus
disponible et à un prix uniformisé au niveau du territoire national, sans discrimination aucune. C'est important de le noter. C'est de nature à soulager les acteurs. De nature à soulager les acteurs. De ce fait, la production, en réalité, n'a pas souffert de ce facteur de production et nous avons pu conquérir et gagner les marchés nationaux et régionaux. Si cela n'était pas réalisé, l'insécurité alimentaire allait s'installer et les crises successives. C'est pourquoi cette action doit être saluée. À part les engrais et autres pesticides, il y a les semences. Des efforts sont faits par l'État pour appuyer les fermes semencières en vue de proposer du matériel d'assez bonne qualité pour nos champs. Aujourd'hui, sur le riz, on est d'accord, c'est assez bon, le matériel que nous avons. Sur le soja, ce n'est pas mauvais, mais on peut encore faire mieux. Parce que même sur le soja, vous pouvez avoir des semences qui donnent beaucoup plus d'huile et des semences qui donnent beaucoup plus de protéines et autres là. Ces distinctions devraient être faites selon l'usage qu'on veut faire de la production pour orienter les types de semences. Mais il faut reconnaître que sur le maïs, nous avons encore du chemin. Parce que le schéma de sélection que nous avons est un schéma qui produit des composites. Composites, c'est-à-dire des semences qu'on peut réutiliser à partir du champ du producteur 1 an, 2 ans, 3 ans, sans beaucoup affecter le niveau de rendement. Il faut recourir, après 4 ans quand même, à renouveler les pieds de cuve. Aujourd'hui, nous sommes en train d'introduire des semences hybrides en attendant de pouvoir en produire ici localement. Et pour le faire, il a été créé désormais la Société de développement des semences et plants. Par rapport à tout cela, l'État a joué un rôle capital dans la disponibilité et l'accessibilité des semences. Mis à part les semences hybrides pour lesquelles nous n'avons pas encore assis une politique ferme de production et de subvention, mais d'ici la campagne, là, nous allons pouvoir le faire. Pour tous les plants, pour toutes les semences, de maïs comme de riz, une subvention est affichée. Comme par exemple, quand vous prenez le plant de cajou, le pépiniériste le fait et nous livre à 600 francs. Le paysan paye 100 francs et l'État met 500. Quand vous prenez le plant de mangue, de manguier, le pépiniériste le fait à 500. L'État met 400 et le planteur met 100 francs. En clair, c'est ça l'effet de la subvention. C'est cela, l'effet de la subvention. Pour permettre aux gens d'utiliser du matériel de bonne qualité pour avoir de bons rendements. En vérité, quand on dit nous faisons la modernisation de l'agriculture, la modernisation de l'agriculture passe d'abord par l'usage de semences améliorées, d'intrants de bonne qualité et la mécanisation avec la maîtrise de l'eau. Si vous avez ces 4 facteurs, vous êtes dans une agriculture moderne. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, nous allons parler maintenant du financement agricole. On sait que pour faciliter toute cette démarche, il y a eu, entre autres, la création du FNDA, le Fonds national de développement agricole, et bien d'autres actions. On va suivre ensemble ce reportage et on vient développer plus amplement. Nourrir convenablement la population béninoise et assurer la sécurité alimentaire sont des priorités dans la vision du gouvernement du Bénin en ce qui concerne la politique agricole. Ce gouvernement a donc décidé d'augmenter la production autant végétale qu'animale. Pour y arriver, il met en place des instruments de financement agricole. L'un de ces instruments, l'un des plus utilisés, c'est le FNDA, le Fonds national de développement agricole. Ce fonds, le FNDA, a apporté du financement aux producteurs qui l'ont demandé sur tout le territoire national. De 2020 à 2022, grosso modo, c'est à peu près 11 milliards. Pour l'année 2023 seulement, c'est à peu près 61 milliards qui ont été facilités par le FNDA, avec à peu près, bien sûr, plus de 8000 bénéficiaires. Pour le seul mois de janvier, on a déjà facilité à peu près 4 milliards 5. Le FNDA est là
pour impacter, pour aider les producteurs agricoles, que ce soit les grands producteurs ou les petits producteurs. Les témoignages sont nombreux et viennent des bénéficiaires eux-mêmes. Grâce à FNDA, nous avons bénéficié d'un crédit bonifié. Ça nous a beaucoup aidé. Nous avons augmenté notre production. C'est vraiment une subvention de plus de 30 millions. Il nous a aidé à travers l'octroi d'un prêt en 2020 et ce prêt a été renouvelé en 2022. Ces différents prêts nous ont beaucoup aidés parce que nous avons multiplié par 3 le volume de nos activités. Ainsi, du nord au sud, des producteurs ont bénéficié de facilités financières pour développer leurs activités de production. C'est comme un prêt. C'est un prêt dont l'État a partagé l'intérêt avec nous. Ils ont validé le dossier à hauteur de 20 millions avec un taux d'intérêt de 12%. Et sur les 12%, l'État a pris en charge 10%. Comme je travaille le bois, j'ai eu l'idée d'en planter aussi. J'ai pensé à une orangerie. J'en ai fait plus de 11 hectares. 11 hectares. À Rontopa, ici, en saison sèche, les arbres s'assèchent par manque d'eau. J'ai donc sollicité le FNDA pour faire des travaux d'irrigation. Ils m'ont accordé 12 500 000 francs. 12 500 000. FNDA soulage. Ça soulage fortement. J'ai même envoyé mes enfants à lycée agricole déjà pour prendre la relève demain. Et ils vont faire mieux que moi. La méthode s'est révélée efficace puisque la production a sensiblement augmenté et les producteurs s'en réjouissent vu que les affaires marchent. Alors, Monsieur le ministre, au-delà de la synthèse que nous venons de suivre, comment se présente l'écosystème global du financement agricole actuellement au Bénin et quelles sont les perspectives dans ce sens? Jusque-là, nous avons dans le secteur agricole 2 instruments majeurs de financement du secteur agricole. C'est d'abord le Fonds national de développement agricole et le FADEC affecté agriculture. Mais au-delà, nous avons le FNM, qui est aussi une structure de microfinance qui permet de booster les primo-entrepreneurs pour de petites ressources pour démarrer telle ou telle activité. Le FNDA, en 2016, n'avait pratiquement pas tourné et on ne le sentait pas sur le terrain. On a dû réformer, redynamiser, relancer un peu la structure en lui fixant des objectifs clairs et en mettant à disposition des ressources. L'État y a mis 100 milliards de disponibles pour pouvoir aider à aller au financement. Le FNDA ne finance pas, mais le FNDA facilite le financement. Et pour ce faire, le FNDA s'est entouré des banques, environ 8 banques, et d'autres systèmes financiers décentralisés avec lesquels des contrats sont faits. Pour les SFD ou les banques, c'est facile. Pour des crédits de certaine taille, le FNDA vous permet de venir toucher aux ressources de refinancement. Vous prenez, vous placez et vous sortez à un taux de 10%. Ça permet de ne pas soumettre les paysans au taux usurier de 18, 20, 24% que l'on pratiquait avant. Lorsque vous venez maintenant pour un investissement semi-industriel ou industriel d'importance, vous pouvez aller au crédit à un taux zéro. Tout ceci a permis aujourd'hui, comme ils l'ont montré, de pouvoir injecter plus d'une vingtaine de milliards de fonds, mais de mobiliser en retour plus de 74 milliards de francs au niveau des banques et systèmes financiers décentralisés. Des améliorations aujourd'hui sont en cours, et comme l'a dit le nouveau DG, pour davantage impacter le secteur de la transformation agroalimentaire, le secteur de la production sur des grands champs. Sur le FADEC agriculture, avant 2016, les ressources affectées étaient de l'ordre de 1 milliard, 1 milliard 100. Aujourd'hui, nous sommes autour de 2 milliards. Et l'avancée qu'il y a là-dessus, c'est qu'on a permis maintenant d'affecter réellement ces ressources-là à des projets structurants du domaine agricole. Ainsi, 330 projets communaux ont été mis en chantier avec les ressources de FADEC Agriculture. Sur ces questions, je pense qu'il y a
un apprentissage davantage à faire pour aller au financement, pour aller au crédit. Il y a une éducation que nous devons faire, une éducation financière, pour que celui qui passe l'argent comprenne qu'il faut rembourser pour donner la chance à d'autres de pouvoir obtenir. C'est fondamental, car d'aucuns pensent que bon, c'est ma prise, je me suis arrangé, j'ai pris, moi aussi. Non, si vous faites ça, vous allez fermer la vanne, ça ne marchera pas. C'est un revolving. Vous prenez, vous avez remis et un autre prend et remet. C'est ainsi que les financements, au moins dans le secteur, devraient aller et aller vite. Mais il y a de l'amélioration dans le comportement des acteurs, il faut le reconnaître. Et les perspectives en la matière Les perspectives en la matière, c'est que nous devons améliorer la gouvernance du FNDA. Mieux cibler les projets à financer, les évaluer suffisamment pour que ça ne soit pas de la fiction, faire le suivi des financements que nous avons mis en place. Mais sur le FADEC Agriculture, on doit davantage parler aux maires pour qu'ils aient le réflexe de pouvoir mettre en chantier des projets du domaine agricole. Il ne faut pas seulement prendre cet argent pour arranger une voie, et puis après 2 pluies, on n'a plus rien. On fait un ouvrage socio-communautaire pour dire, bon, et non, il faut des projets agricoles. Nous sommes dans le domaine agricole. Nous avons FADEC santé, FADEC d'autres choses pour pouvoir réaliser les autres. Mais dans l'agriculture, le FADEC doit être utilisé pour des programmes structurants dans l'agriculture. Et c'est simple. Quand vous regardez la condition de la femme dans nos communes, rien qu'avec ça, si vous mettez en chantier 3, 4, 5 groupements par an dans les communes, vous avez gagné, vous gagnerez beaucoup. Et c'est cela la révolution que nous devons faire maintenant pour avoir plus de synergie dans nos interventions. Monsieur le ministre, on va aborder à présent, si vous le permettez, les réformes par sous-secteur. On va commencer par la production halieutique et l'assainissement des plans d'eau. Il y a eu le dragage pilote du lac Aimé et le 26 février 2024, le Conseil des ministres a approuvé les conclusions de la phase 2 des études de projet d'aménagement et de réhabilitation du lac Noko et de la lagune de Porto Novo. Dites-nous, comment se portent de façon générale nos plans d'eau et quelle autre action projette le gouvernement sur ce front-là? Bien, je vais vous donner un exemple simple. Regardez Dantokba, il y a encore 3 ans. Et regardez la berge de Dantokba aujourd'hui. Voilà un symbole. Qui l'eût cru qu'on peut dégager les ordures qui nous encombraient là? Mais ça a été fait, la berge a été aménagée, la zone est assainie et la vie aquatique est meilleure. Sur nos plans d'eau, nous avons des engins prohibés que les gens utilisent pour faire des pêches qui ne sont pas réglementaires. On a mis en place une brigade pour dégager les plans d'eau de tout ce qui souille. Et aujourd'hui, quand vous prenez le lac Aimé, vous prenez le lac Tao et autres, nous n'avons plus ces engins-là. Surtout dans les lacs encaissés, il y a une action de surveillance totale qu'il faut le faire. Sur le lac ouvert qu'est Aimé, on peut encore abriter quelques acadias et autres qui sont des infrastructures de production. Mais c'est contrôlé strictement parce que lorsque les débris végétaux commencent par se détériorer et se décomposer, ça crée au fait les souillures au niveau de ce lac-là. Et progressivement, le taux d'azote va monter et la vie dans ces lacs ne pourrait pas se faire. Ce que nous devons remarquer avant 2016, c'est que la production halieutique globale nous permettait seulement d'avoir 40 000 tonnes de poissons pour couvrir à peu près 24% de nos besoins. Plus de 150 000 tonnes sont importées. Progressivement, après avoir assaini les plans d'eau, après avoir mis en place de dispositifs pour la pêche maritime, la pêche artisanale maritime et autres, nous sommes montés déjà à 75 000 tonnes l'an. Parfois, il y a des années, on a 80, 89 000 tonnes l'an. Mais la moyenne, c'est autour de 75 000 tonnes l'an. Nous devons progresser
par d'abord l'aquaculture, l'élevage de poissons. Et pour ce faire, l'État a accompagné les acteurs privés pour avoir de la disponibilité en enlevé. Il s'agit d'abord de faire venir des géniteurs, de les conduire dans les exploitations et puis après de mettre les juvéniles à disposition des éleveurs pour qu'ils les grossissent. Et ça, sur cette question, on a encore mis de la subvention pour que les géniteurs arrivent aux gens à un prix soutenable. Il faut alimenter le poisson. L'aliment de poisson ne se produit pas localement, mais avec des technologies, nous avons pu apprendre aux paysans comment on peut combiner avec la matière première locale pour certains poissons, comme le poisson-chat, qui ne demande pas nécessairement que l'aliment soit flottant. Dans son dispositif, il arrive à trouver la boue et il se consomme. Mais pour les tilapias, il faut vraiment que l'aliment soit flottant. Des apprentissages, des équipements sont mis en place pour qu'ils en arrivent là. Mais parallèlement, l'État fait des importations d'aliments, de poissons, qu'il met à disposition des producteurs à coût subventionné. Il faut pouvoir maintenir le rythme de consommation et la crédibilité des acteurs qui ont ces marchés-là, car c'est eux qui constituent les frais à l'exécution convenable de ce programme-là par le gouvernement. La troisième chose, c'est, au fait, sur la mer, la pêche maritime artisanale, les équipements de pêche doivent être maintenant davantage modernisés et permettre maintenant d'avoir des accessoires qui donnent la possibilité aux pêcheurs de pêcher toute l'année et toutes les saisons. Ça nous permettra d'avoir une bonne diversité et une disponibilité continue en matière halieutique. Vous voyez le port de pêche qui est ici est en train d'être déplacé et on construit un nouveau port de pêche avec la capacité de loger 400 embarcations et le point de nettoyage, d'entretien des engins hors bord au niveau de nos pêches. Toutes ces choses sont de nature à renforcer, fortifier ce que nous faisons. Un nouveau projet est mis en chantier pour, avant tout, alimenter les intrants aquacoles dont j'ai parlé, mais construire des villages aquacoles, c'est-à-dire des plans d'eau qui sont couverts en cages, financés, alimentés, subventionnés, pour que les gens les exploitent, produisent suffisamment de poissons et les donnent. De toutes les façons, nous réalisons donc ce rêve-là de pouvoir nous suivre. Monsieur le ministre, où en est-on avec la reprise des produits de pêche, l'exportation de la crevette par exemple? Bien entendu. Ce chantier se porte comment? Nous sommes auto-suspendus en 2004-2005 et aujourd'hui, avec tous les aménagements que nous avons eu à faire, la crevette du Bénin a conquis encore l'espace de l'Union européenne. La crevette du Bénin recherchée. J'ai reçu des opérateurs économiques jordaniens qui veulent bien avoir la capacité de capter tout ce que nous produisons ici en crevettes et exporter dans le Golfe. La crevette est passée, des poissons de qualité sont passés. Et quand vous regardez aujourd'hui les prises par nos pêcheurs, aujourd'hui, c'est meilleur par rapport à il y a 3 ans, il y a 4 ans. L'espoir renaît sur les plans d'eau. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour cette émission qui nous a permis d'évoquer les grandes réformes introduites dans le secteur nourricier. On cite pêle-mêle la mécanisation du secteur agricole, la modernisation également et le financement du secteur agricole avec de grands déterminants relatifs aux facteurs de production. Alors, Cécile Goudou-Kwangon va se donner rendez-vous très prochainement avec le ministre toujours en charge de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche pour aborder bien d'autres aspects, notamment la transformation des produits agricoles et l'accès au marché des produits agricoles. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Cécile Goudou-Kwangon. Merci, monsieur le ministre. Merci, Wahab Alikpara. Merci.